Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de région, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, je veux avant tout m'excuser de ne pas être présent parmi vous physiquement, surtout dans une ville, vous le savez, qui m'est ô combien chère, et dans une région qui l'est tout autant. Et je remercie le ministre Braun de représenter le gouvernement et de porter la parole gouvernementale. Je voulais, par le truchement de ce message, simplement marquer mon soutien, mon implication et partager quelques convictions. Face à la pandémie de Covid, notre système de santé nous a protégés. Et je veux ici redire devant vous notre gratitude à l'ensemble des soignants de France et les remercier pour leur engagement sans faille. Quand je dis les soignants, je parle évidemment de toutes les structures, de tous les statuts et de celles et ceux qui nous ont permis de résister, qui ont protégé les plus faibles et qui nous ont permis, durant cette période si difficile, de traverser le pire. Vous avez été présents pour accompagner les Français dans la solidarité, et je ne l'oublie pas, nous ne l'oublions pas. Et ce 43e congrès, auquel je regrette donc de ne pas être physiquement présent, me paraît à cet égard tout particulièrement d'actualité. Vous avez choisi de débattre autour des territoires d'engagement pour l'entraide et la solidarité, et vous nous invitez à nous réinventer pour la création d'un futur souhaitable et le renforcement de notre système de santé et de protection sociale. Je vous cite. Je ne peux que partager cette ambition. Pour conduire cette réinvention, cette refondation, nous devons aussi changer de méthode et nous y engager collectivement. Nous avons besoin de mieux travailler ensemble, au plan national, mais également dans tous les territoires. Et le choix du thème de votre congrès ne s'y trompe pas. Parce que quand je dis nous, c'est bien l'État, évidemment. Je pense bien sûr aux 3 assemblées de notre pays, aux collectivités territoriales, mais également aux partenaires sociaux, à l'ensemble des forces vives de notre pays, du monde associatif, de toutes celles et ceux qui le font vivre au quotidien dans la trame la plus intime de ces territoires. C'est précisément l'enjeu du Conseil national de la refondation, qui se tient jeudi et auquel, Monsieur le Président Éric Chenu, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Ce Conseil national de la refondation va nous permettre d'engager un dialogue constructif, de définir des objectifs partagés, de co-construire les politiques publiques et de se coordonner dans l'action. Bien évidemment, il y a ensuite des institutions légitimes, représentatives, avec un mandat démocratique. Le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, le CESE, les collectivités locales et les partenaires sociaux avec leur légitimité. Mais tout ce dont nous parlons, tout ce dont vous allez parler, est à la confluence de toutes ces légitimités. Et l'action publique est souvent par trop éclatée, et face aux grandes transformations que nous avons à vivre, se mettre autour de la table, se donner du temps, partager un cap est indispensable. Et comme je l'ai dit dès mon investiture, nous devons aujourd'hui inventer quelque chose de nouveau, une manière nouvelle de débattre, pas une nouvelle institution, nous en avons déjà suffisamment, mais la méthode pour bâtir ensemble et construire ensemble. Dans celle-ci, vous aurez toute votre place, notamment dans les chantiers de la santé et du grand âge. Sur la santé, je l'évoquais, nous sortons d'une période particulièrement difficile qui a mis nos soignants à très rude épreuve. Mais avant même l'épidémie de Covid, le système était déjà en crise. J'avais d'ailleurs eu déjà l'occasion de vous le dire lors de votre dernier congrès à Montpellier et de présenter la stratégie Ma Santé 2022 dès 2018. Nous avions d'ailleurs commencé à sortir progressivement de la tarification à l'activité à l'hôpital, à enclencher des réformes qui ont été amplifiées conformément aux engagements que j'avais pris dès mars 2020 lors du fameux Ségur de la santé avec des revalorisations inédites pour les professionnels et un investissement de 19 milliards d'euros. Cela a ensuite été prolongé, vous le savez comme moi, au-delà de l'hôpital, dans le champ médical, médico-social, avec en particulier les travaux de M. Laforcade et les engagements que le gouvernement, les collectivités territoriales compétentes ont pu prendre, et je les en remercie, l'ensemble des employeurs d'ailleurs ayant suivi ce mouvement et la mutualité à nos côtés. Néanmoins, quand on regarde la situation en face, nous savons que nous devons encore renforcer notre système de santé, prendre soin de celles et ceux qui soignent, encore fortement sous tension, et engager un virage profond
celui du sens et de la prévention. Celui du sens, ce sera l'objet, pour moi, des débats, du travail, des projets territoriaux que nous aurons à faire dans le cadre du Conseil national de la refondation. Nous devons permettre aux partenaires de santé sur un territoire d'être les acteurs des solutions qu'ils vont proposer. Et nous le savons bien, c'est en quelque sorte le deuxième pilier de la réponse à cette crise. Nous devons sortir d'une approche trop homogène, parfois stérilisante. On doit garder évidemment ce qui fait l'égalité républicaine, mais nous devons avoir des solutions plus adaptées sur le terrain, qui redonnent plus de liberté aux soignants, à l'hôpital, hors de l'hôpital, sur les territoires. Leur redonner de la liberté et des marges de manœuvre. Mais il y a aussi cette petite révolution de la prévention. Je sais combien vous la portez et je la partage. C'est l'une des clés majeures de la transformation de notre système. Le système français soigne bien. Nous avons de l'excellence, à l'hôpital comme en ville. Nous avons des médecins et des paramédicaux qui sont formidablement formés. Mais quand on regarde et quand on se compare avec les autres, nous prévenons moins bien. Nous laissons nos concitoyens aller vers des pathologies plus lourdes et donc plus coûteuses. Je sais combien vous êtes investis pour développer la prévention avec des actions concrètes et innovantes. Et ces actions, qui commencent d'ailleurs dès l'école et qui ensuite doivent accompagner l'ensemble de nos concitoyens, sont essentielles. Vous savez que mieux prévenir est à la fois bénéfique sur le plan de la santé individuelle, collective et pour l'efficacité de notre système. Nous devons donc travailler ensemble pour forger de nouvelles coopérations et insuffler une culture de la prévention. Cette culture-là, c'est celle que nous voulons développer, je le disais, dès l'école, avec la généralisation des diagnostics. On a commencé à le faire durant le quinquennat précédent, sur les 10, sur les troubles autistiques. Je veux qu'on puisse le généraliser. On doit le faire aussi beaucoup plus largement pour permettre d'avoir ces diagnostics réguliers. C'est celle que nous voulons faire avec le sport à l'école, qui est un formidable outil de prévention contre l'obésité et beaucoup d'autres pathologies. C'est celle que nous voulons généraliser avec les diagnostics à plusieurs âges de la vie et les bilans de santé que l'assurance maladie prendra en charge. Mais c'est plus largement une révolution culturelle qui doit être portée par les pouvoirs publics, par les partenaires et par nos concitoyens. Nous devons aussi renforcer l'accès à la santé partout et pour tous. Nos concitoyens nous le disent, les élus aussi, nous devons permettre à tous d'avoir accès à un médecin où qu'il réside, et tout particulièrement nos aînés. Nous devons aussi garantir cet accès, ce droit, aux personnes en situation de handicap et celles qui souffrent de pathologies chroniques. Or, trop nombreux sont aujourd'hui nos compatriotes à ne pas avoir de médecin traitant et à avoir de plus en plus de difficultés à avoir accès à des spécialistes. Cette situation n'est pas acceptable. Et elle est en train de s'installer dans des territoires qui sont souvent très fragiles sur le plan économique et social. Elle aggrave les inégalités de départ, et souvent pour des personnes qui ont, comme je le disais, des affections de longue durée, des maladies chroniques et qui sont déjà vulnérables. Des mesures structurantes sont déjà à l'œuvre, comme le développement des maisons de santé, des centres de santé, le formidable essor de la télémédecine, qu'il nous faut encore simplifier et généraliser. J'en veux pour preuve ce que nous avons su faire pendant la crise Covid. Ayons la même capacité à simplifier les choses. La généralisation en cours des SAS pour les soins non programmés, et les éléments de régulation que nous avons en particulier su développer cet été, qui ont permis d'améliorer cet accès. La crise sanitaire nous a encore montré qu'inégalité sociale se conjugue avec inégalité dans l'accès aux soins pour les populations éloignées de l'information et des circuits traditionnels. Nous connaissons tous le diagnostic. Nous devons y remédier ensemble, avec vous, avec les professionnels de santé, les élus et les associations. Ce défi de l'accès aux soins est pour moi au cœur de l'enjeu du Conseil national de la refondation tel qu'il sera territorialisé dans les prochaines semaines. Ce que nous allons faire, c'est bassin de vie par bassin de vie, mettre l'ensemble des parties prenantes autour de la table. Le monde hospitalier, le monde médical libéral, l'ensemble des structures, du soin programmé comme du soin non programmé, les associations évidemment également de patients, nos élus, l'ensemble des services concurrentes à cette action, le médical comme le médico-social, pour que nous puissions faire le bilan des besoins à l'échelle d'un territoire et proposer à chaque territoire les solutions pragmatiques qui correspondent à ses besoins. Il faudra parfois trouver des accords pour rebâtir la continuité des soins.
sur une base qui sera, je l'espère, partagée, négociée. Il faudra réorganiser les choses, parfois mieux peut-être revaloriser tel ou tel type de structure, telle ou telle organisation. Je ne veux pas ici préempter les débats, j'aurai l'occasion dans les prochaines semaines d'y revenir. Je suis convaincu que la solution, elle est à la maille des territoires, parce que les défis sont très différents entre nos territoires. D'abord entre la réalité des pathologies, des défis économiques et sociaux et des réalités de terrain, et ensuite entre la situation médicale et médico-sociale qui existe entre nos différents territoires. Mais la réponse, nous l'apporterons et nous y mettrons les moyens. Enfin, le défi que je voulais évidemment partager avec vous, c'est celui de l'âge. Alors ce défi, c'est d'abord une formidable réussite, ne perdons jamais cela de vue, puisque nous vivons plus vieux et en meilleure santé. Mais il a aussi un autre visage, celui du grand âge et de la dépendance. Nous devons assurer à nos aînés une vie digne et qui corresponde à leurs aspirations. Et cela nous conduit à repenser complètement le pacte entre les générations. Pour faire face aux défis du vieillissement démographique, nous devons bâtir une société dans laquelle chacun trouve sa place et qui nous permette de bien vieillir. Nous devons faciliter le quotidien des personnes âgées, mais également de celles et ceux qui les accompagnent. J'ai évoqué le virage de la prévention qui concerne aussi les personnes âgées. Nous devons aller plus loin encore dans, à cet égard, le virage du domicile. Et je connais votre volonté de vous impliquer encore davantage dans ce chantier de l'autonomie, par exemple pour soutenir les aidants. Vous venez de proposer votre soutien pour des personnes âgées, pour des séjours temporaires à visée d'insertion ou de répit. Ce sont des chantiers importants pour consolider à la fois l'offre de soins et un meilleur retour à l'autonomie au domicile ou au travail. Et sur ce sujet du grand âge, là aussi, il nous faut penser des solutions multiples en nous tournant vers les personnes, en ayant une approche humaniste qui consiste à ne pas avoir une logique par structure ou politique publique, mais en regardant les besoins tels qu'exprimés. Pour plusieurs de nos aînés, nous devons adapter la réponse pour qu'ils puissent rester chez eux, parce que c'est le choix qui est le leur, parce qu'il faut parfois de toutes petites choses pour qu'ils le puissent. Et c'est aussi une manière de prévenir une dégradation de leur état, en particulier psychologique, des syndromes de glissement, que nous connaissons bien. Face à ces situations, il faut parfois adapter le domicile, réussir à obtenir plus simplement et facilement des aides à domicile pour des tâches ménagères, parfois des soins ou de la toilette. C'est l'ensemble de réponses que nous allons essayer d'améliorer avec les acteurs que vous êtes, avec aussi nos collectivités locales, avec ma prime Adapt pour aménager ces logements et une offre adaptée d'aide-soignante, d'aide à domicile, parfois d'infirmières. Pour les personnes qui ne peuvent plus rester à la maison, mais qui n'ont pas besoin de soins très lourds, on sait que ce sont des situations intermédiaires qui sont à trouver, du béguinage, des solutions mixtes, qui vont correspondre à des besoins d'encadrement, d'accompagnement, un peu collectif, mais où l'accompagnement en termes de soins et d'équipement n'est pas le même que nos structures les plus modernes. Là aussi, nous devons apporter des réponses. Ça fait partie des engagements que j'ai pris avec là aussi des créations de postes et de structures. Et enfin, nous savons que pour les plus dépendants de nos compatriotes, qui ont besoin d'un accompagnement médical plus lourd, qui ont des maladies chroniques, qui ont besoin de soins, et parfois avec une haute intensité, une certaine technicité, il nous faut moderniser les structures existantes, il nous faut réduire le nombre de personnes âgées, de patients à accompagner par infirmiers, infirmières et par médecins, et continuer d'embaucher et moderniser ces structures. Je fais cette chronique pour montrer à quel point il faut différencier l'approche, parce que c'est ce qui nous permettra, si nous savons accompagner les premiers cas que j'évoquais, de rendre les gens plus heureux en dépensant moins. C'est cette déclinaison qu'il nous faut savoir faire ensemble, avec les acteurs que vous êtes, et là aussi sur le territoire. Sur tous ces défis qui sont immenses, je sais pouvoir compter sur vous tous, et je vous en remercie. Et je souhaite, Monsieur le Président, que vous puissiez mener ces débats avec le même enthousiasme, la même exigence que je vous connais, mais je veux vous dire, à la veille de réunir donc ce Conseil national de la refondation, et surtout, avant d'enclencher ces travaux au niveau national et au niveau territorial, combien je compte sur vous toutes et tous. Les défis que je viens d'évoquer sont des défis immenses. Ils correspondent à des transformations profondes de nos sociétés. Nous vivons plus vieux, nous avons de plus en plus de maladies chroniques,
Nous avons un changement de nos démographies médicales, le rapport aux soins n'est plus le même. Tout ça, nous le connaissons, toutes les démocraties occidentales le vivent. Nous avons à le penser, à agir ensemble pour pouvoir offrir un avenir rassurant, à la fois à celles et ceux qui soignent, protègent, et à l'ensemble de nos compatriotes qui sont les plus vulnérables, qu'ils soient malades ou qu'ils entrent dans le grand âge. C'est ce défi qui est le nôtre, c'est un formidable défi. Nous avons les moyens de le relever si nous savons ensemble partager les constats, nous projeter, nous donner les moyens, répartir les responsabilités et œuvrer ensemble. Je vous souhaite un excellent congrès, de très bons travaux, et comme vous l'avez compris, je compte sur vous. Vive la République et vive la France.